Et salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la rencontre entre Metz et Saint-Etienne pour le compte de la 8e journée de Ligue 1 Uber Eats. Les Messins qui ont réussi à poursuivre la série d'invincibilité en récoltant les 3 points face à une équipe de Saint-Etienne qui est, on peut le dire, très diminuée depuis ces dernières semaines, qui a en plus, en avant-match, encore rajouté une couche avec quelques absents. Et donc voilà le FC Metz qui est dans une très très bonne dynamique depuis notamment cette victoire obtenue 2-1 contre Reims. On va en parler en détail et j'ai avec moi monsieur Grenat Forever qui revient. Comment vas-tu Grenat Forever? Bah écoute, bonjour à tous, ça va. Comme un lendemain de victoire, ça va toujours très très bien. Bah oui, ça va très très bien Grenat Forever. Surtout qu'en plus Grenat Forever, nous avons eu la chance tous les deux d'assister à la rencontre. Alors sous la pluie malheureusement, cette triste pluie du stade Saint-Symphorien. Comme vous savez, en tribune ouest basse, vous êtes sous la pluie dans les premiers rangs, c'est très connu. Mais on a pu quand même assister donc à cette rencontre qui aura été assez intéressante, autant dans les émotions, mais surtout dans le contenu. On a vu pas mal de choses dont on va un peu débriefer et on va un peu partager nos avis sur ce qu'on a vu sur ce match. Avant de commencer Grenat Forever, je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent bien sûr apporter leurs commentaires sur cette rencontre. L'espace des commentaires vous est réservé si vous voulez ajouter un élément de plus que ce que l'on va apporter sur ce débrief. N'hésitez pas, l'espace des commentaires vous est réservé. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça nous soutient énormément d'avoir tout votre appui pour le développement de la chaîne. N'oubliez pas aussi que ce débrief il est en plusieurs parties et que toutes les parties de ce débrief se trouvent dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous voulez sectionner une partie en priorité. On commence Grenat Forever sans plus attendre par tout d'abord rappeler, je dirais, quelques éléments rapides, tu sais, de l'avant-match. Parce que j'avais fait un avant-match de cette rencontre qui avait été publié le samedi, donc la veille de la rencontre, en rappelant notamment que le FC Metz recevait une équipe de Saint-Etienne qui était un peu dans la mouise depuis quelques matchs, surtout depuis les 3 derniers matchs où ils ont malheureusement pris beaucoup de buts. Les circonstances ont fait que des fois c'était pas évident, tu sais, le 9 contre 11 contre Lens où ils prennent forcément la sauce, quand t'es à 9 contre 11 tu peux pas faire grand chose. Le match contre Nice où ils font des boulettes et d'ailleurs on va retrouver une boulette pour le match contre Metz, mine de rien. Et donc Saint-Etienne qui en plus a une ribambelle de blessés, un joueur suspendu qui était Kolo Djezak, et on a même appris Grenat Forever juste avant le début de la rencontre que notamment la veille que Moukoudi était positif au Covid-19 et qu'il n'était donc pas disponible pour cette rencontre contre Metz. C'était leur seul défenseur central on va dire, de niveau Ligue 1 qui était disponible et qui saute un jour avant le match. Donc tous les signaux n'étaient pas au vert pour jouer sur... pour jouer sur un terrible jeu de mots. C'est vrai que Saint-Etienne, donc... Côté stéphanois. Ouais, que c'est Stéphanois. C'est vrai que Saint-Etienne, petit rappel, mais il était 10e avant cette journée de Ligue 1, donc cette 8e journée avec 10 points. Et donc Saint-Etienne venait au FC Metz pour justement essayer de redémarrer une machine qui est enrayée depuis pas mal de matchs. Et surtout, pas de chance pour eux, c'est qu'ils ont en face d'eux une équipe du FC Metz qui, elle, est sur une très très bonne série, notamment, comme je l'ai dit, depuis la victoire obtenue contre Reims à domicile. Et donc Metz qui était 14e avec 8 points avant le match contre Saint-Etienne, qui sortait de ce match nul contre Angers où on avait un peu de regret de ne pas avoir ramené les 3 points, mais le contenu avait été très intéressant avec quelques placements tactiques et quelques démarrages de joueurs. On parlait notamment de Lamine Gueye, qui fait que on était confiant quand même en avant-match Grenat Forever pour le FC Metz. On se disait, on voit Saint-Etienne qui est dans la difficulté en termes de résultats, avec des joueurs blessés ou suspendus. Nous, on est sur une dynamique positive. La crainte n'était pas forcément de notre côté, on va dire. Ah bah non, nous, la crainte était du côté stéphanois et c'est clair. Nous on avait juste à confirmer, il fallait confirmer la bonne passe de ce dernier mois de compétition. Ouais, bien sûr, c'est vrai qu'on était sur une vraie bonne dynamique et donc on s'attendait avec grande impatience à voir ce que le FC Metz allait produire à domicile pour ce match contre Saint-Etienne. Pour la première de Frédéric Antonetti sur le banc du FC Metz. Oui, alors même si il a dit que finalement, est-ce qu'on l'a posé la question de est-ce qu'il fallait lui enlever les victoires obtenues à domicile auparavant, enfin
petite cachotterie des journalistes en conférence de presse. Oui, bon après quand il dit ça, c'est Oui. que je pense qu'il englobe le club en général. C'est Oui, bien sûr. tout le staff, le machin. Voilà. Mais c'est vrai que c'était sa première, effectivement, Le revoir à domicile. debout devant un banc de touche, bah, c'était plus arrivé depuis le mois de décembre 2018. Hein. Bien sûr, ouais, donc ça fait un bail, donc ça fait du bien justement de le revoir sur la banc touche. D'ailleurs, justement, tu parles un peu de l'entraîneur Frédéric Antonetti qui faisait donc face à Claude Puel, qui lui est un entraîneur aussi très expérimenté. Attendu de voir les deux équipes, tu sais ce qu'ils allaient mettre comme 11 de départ, et c'est un peu là l'élément sur lequel j'aimerais que l'on enchaîne sur les 11 de départ Grenade Forever, parce que forcément du côté d'abord de Saint-Etienne, alors la ribambelle de blessés, de suspendus, on a fait un peu le détail notamment dans l'avant-match, faisait qu'on se demandait, et moi j'étais un peu le premier en me disant, bon, ils ont quasiment pas de latéraux défensifs à part c'était Alpha Sissoko. Mais qui n'est pas un latéral. Hein. Bah, normalement c'est pas un latéral, mais il a quand même joué latéral, tu sais, contre... Défensif. Oui, mais Sissoko a quand même joué latéral, tu sais, contre Lens, contre Nice, et on se disait, bon, il n'y a pas vraiment, effectivement, si on voit un peu large, normalement, il n'y a pas de latéraux qui étaient censés occuper, tu sais, un poste depuis longtemps à ce niveau-là. Et donc, on se disait en avant-match, en fait, Saint-Etienne, ils n'ont pas le choix, il faut aligner un système à 3 défenseurs, ils n'ont que des centraux qui peuvent occuper vraiment les rôles défensifs. Et finalement, donc on voit cet alignement un peu bizarre Grenade Forever, parce que nous-mêmes, pendant le début du match, on a mis du temps à comprendre ce que voulait faire tactiquement Claude Puel. En après-match, on a regardé un peu, tu sais, notamment sur les applications, tu sais, pour voir un peu le positionnement moyen des joueurs. Et ce qui était intéressant, c'est que il semble quand même que ce soit un 4-3-3 qui a été mis en place par Claude Puel. Il semble, quand tu vois un peu le positionnement moyen, mais il y a quand même des positions un peu bizarres, tu sais, notamment, on en parlait de la position de Sceaux. Tu sais, Sceaux qui était normalement central droit sur ce match, côté Saint-Etienne. Qui montait beaucoup, ouais. Mais surtout qui était beaucoup plus dans l'axe que vraiment central droit. Tu sais, on s'était même dit, genre, Red Sauce, lui, il reste vraiment central gauche, tu sais. Il bouge pas. Par contre, Sceaux bougeait beaucoup plus effectivement entre l'axe et le côté droit. Et par contre, on voyait que Alpha Sissoko, lui, prenait vraiment tous les ailes droites, tu sais, en phase... dans ses phases notamment offensives du côté Saint-Etienne, bien aidé aussi parce qu'on a un système, et on en parlera juste après, qui laissait beaucoup d'espace à occuper, tu sais, à l'aile droite de Saint-Etienne, tu vois. Et donc ce qui fait que on pensait en avant-match que ça allait être un système à 3 défenseurs, mais je pense que finalement quand ils se sont rendus compte que l'espace droit de Saint-Etienne leur a été réservé, hein, tu sais, au niveau de leur défense, et ils se sont dit, Sissoko monte le plus haut possible, quoi, en fait. Et au final, on se retrouve avec le fait que ce soit bien un système à 4 défenseurs, qui, là aussi, c'est à surveiller. On se demandait est-ce que ça allait changer des choses, tu sais, par rapport au reste, au milieu de terrain. Finalement, le milieu de terrain, il n'y a pas vraiment de grosses surprises, et quand on regarde notamment l'attaque, au final, l'attaque est assez... prévisible sur les choix des hommes, Aouchiche avec Romamuma, et donc Bouanga qui a été titularisé pour ce match. Alors que du côté du FC Metz, Grenade Forever, on a revu le 4-4-3, le 4-3-3 hybride, pardon. Le fameux hybride. Alors, encore une fois, Grenade Forever, le même hybride que l'on avait vu contre Angers. Parce que tu sais, historiquement, notamment depuis la saison dernière, le 4-3 hybride libérait le côté droit de l'attaque du FC Metz pour ce qui était habituellement Habib Maïga, qui occupait, tu sais, cet espace droit, sauf que depuis le match contre Angers et depuis l'alignement comme titulaire de Monsieur Labingay, le côté gauche est laissé libre. On est d'accord ? Oui, parce que normalement c'est Opaengate qui jouait lié gauche, c'est et ça. Forcément dans ce système où on laisse Boulaya libre, évidemment. Hein. Tout à fait, et c'est vrai que nous déjà quand on voit ce système-là, donc on se dit ok, donc déjà on voit Lamine Gueye titulaire dans la liste des titulaires, on dit ok, donc très peu de chances qu'il change à nouveau sa façon d'appliquer le 4-3-3 hybride, et on voit le reste du milieu de terrain, Angban, Pajot, Maïga, tu sais, sans voir vraiment l'alignement sur le match, puisque quand on voit ça une heure avant le match, on se dit ok, donc il y a les 3 du milieu de terrain, c'est pas une surprise, mais la question la plus importante, vous vous doutez bien, c'était de savoir qui allait jouer Sentinelle. Et donc, tu sais, Grenade Forever, on avait parlé de ça, après le match contre Angers notamment. Moi, j'avais dit en débrief du match contre Angers que Pajot avait réalisé probablement la meilleure performance pour une sentinelle,
parmi toutes les sentinelles qu'il y avait eu depuis le début de saison côté FCMS. Et donc la grande question, et certains journalistes, notamment en conférence de presse d'avant-match, ont posé cette question-là à Frédéric Antonetti, c'était de savoir, est-ce que, avec le retour de Maïga, retour de suspension, est-ce que Maïga allait retrouver son poste de sentinelle, ou alors est-ce que Pajot allait prendre le poste de sentinelle, et Maïga allait donc retrouver un poste de milieu relayeur qu'il avait occupé durant toute la saison dernière. Et finalement, il se trouve que cette performance de Pajot contre Angers a fait mouche parce que Frédéric Antonetti a dit Pajot tu joues sentinelle et Maïga tu joues milieu relayeur. Et là, quand même, petite révolution comme Grenade Forever, hein, on peut le dire. Ah bah oui, quand c'est la première fois quand les deux sont alignés ensemble sur le terrain, qu'ils sont dans cette disposition-là. D'habitude, ils jouaient en relayeur tous les deux quand il y avait Endoram. Quand Endoram n'était pas là, c'était Maïga en 6, Pajot plus haut. Là, c'est la première fois quand les deux sont ensemble que les rôles sont inversés. Les rôles sont inversés, et alors, autant quand on a vu le match de Pajot contre Angers, on n'a pas d'inquiétude sur le coup en se disant est-ce que Pajot va bien jouer en sentinelle. Je pense que la performance d'Angers, même si on ne sait jamais, hein, peut-être qu'il peut se planter derrière, on n'avait pas trop de crainte. La question qui se posait quand même, c'était de se dire, Maïga, déjà, on verra où il va être aligné sur le terrain pour commencer, mais on se disait, s'il est aligné milieu droit, petit problème. Je rappelle qu'il est droitier, Maïga. Hein. S'il est aligné milieu droit, donc milieu excentré droit, qui est un peu son poste l'année dernière quand il était dans le schéma hybride, qui lui laissait la place au côté droit, c'est le côté libre, le côté droit. S'il est mis à droite, il va avoir Lamine Gueye à côté de lui, donc un impact offensif est pas forcément simple. Par contre, s'il est mis à gauche, il est droitier côté gauche, donc ça va être quelque chose d'assez nouveau. Et donc là, ça va être un peu nouveau pour lui parce qu'il a jamais joué sur, sur un plan défini pour un début de match. Hein. Il a jamais joué milieu gauche, à ma connaissance, ou FCMS. Tu sais, milieu excentré gauche. Jamais. Donc on est un peu sur de l'inédit quand on voit Maïga, être sur le côté gauche, comme ça. Et donc c'était intéressant de voir ce qui allait donner cette performance de Maïga, d'autant que la semaine dernière, Grenade Forever contre Angers, c'est Chipembe qui avait justement la mission d'exploiter ce côté gauche laissé libre par Frédéric Antonetti dans son alignement tactique. Hein. Parce que comme Lamine Gueye, il est cantonné sur son côté droit, OpenGate est en pointe, Farid Boulaya, quand il a la balle, fait un peu ce qu'il a envie là où il veut aller. Quand il n'a pas la balle, il lui arrive effectivement des fois de prendre ce côté gauche, mais quand il a la balle, et ça a été à une très très grande majorité du temps le cas, le côté gauche, il est laissé libre pour le milieu excentré gauche. C'était Chipembe lors du match contre Angers, il a malheureusement pas assez exploité ce côté-là, et donc sur ce match-là, on attendait de Maïga qu'il exploite ce côté-là. On en parlera après bien sûr de ce que ça a été concluant ou pas, hein. Mais en tout cas c'était nouveau et il fallait le signaler. Pour le reste, Grenade Forever, OpenGate toujours confirmé à la pointe de l'attaque. Quand on voit les récentes déclarations, on comprend que le positionnement d'OpenGate à la pointe de l'attaque, c'est à mon avis plus qu'une question de seulement de 2-3 matchs. Ouais. C'est lui le numéro 1 maintenant. Hein, là c'était décidé, hein, je pense que... De toute façon, au micro de Téléfoot, ça. dans une interview, le club m'a dit que maintenant... j'allais jouer numéro 9, donc voilà. Bien sûr, donc ça c'est clair. Et pour le reste de l'équipe, alors là, pas de surprise, on défense toujours les 4 à l'arrière avec Brown, Boy, et donc Santons à droite, Udol latéral gauche, et bien sûr Alexandre Oukidja dans les buts. Donc on a un peu toute cette équipe et on se dit, bon voilà, on repart sur la même configuration tactique que lors du match contre Angers, avec donc cette réintégration de Maïga dans le 11 de départ. On arrive maintenant dans les faits importants du match Grenade Forever. Tout d'abord, il fallait pas arriver en retard au stade. 5e minute de jeu, coup franc pour Metz. Coup franc d'ailleurs, si je me souviens bien, coup franc qui est provoqué par OpenGate. Ce qui revient dans l'histoire de, tu sais, les histoires comme quoi OpenGate avec son jeu justement de haut but, qui a un très bon jeu de conservation de balles, provoque des fautes sur lui. Faute provoquée sur OpenGate, coup franc de Farid Boulaya.
Et c'est vrai, Grenoble Forever, qu'en avant-match, quand on voit Farid Boulaya, tu sais, de notre côté, parce que Metz s'échauffe côté tribune ouest durant la préparation d'avant-match, on voit Boulaya qui enchaîne les lucarnes. T'en souviens quand on voyait ça, Grenoble Forever? On disait, mais qu'est-ce qu'il fait Farid là? Tu sais, il enchaîne les lucarnes, tout ça. Et là, 5e minute de jeu, le mec prend le coup franc, il dit, ok, je tape directement. Et but quoi. Coup franc direct, Moulin est battu. Alors, le coup franc est. Il est cadré, mine de rien, parce que finalité, c'est qu'il trompe Jesse Moulin. Il faut quand même pas oublier une chose, Grenoble Forever, c'est que cette balle de Boulaya, elle passe quand même à travers un mur. Faut pas l'oublier, ça, si on est objectif. Ah non, mais si le mur ne se délie pas, je suis pas sûr qu'il y ait but, hein, mais toujours. Elle va taper dedans, elle va taper droit dans le mur, si. Mais c'est toujours, je sais pas pourquoi les murs a toujours ce dernier joueur de la file qui saute un peu à contre-courant et qui laisse un espace à chaque fois. Mais c'est ça, c'est que Boulaya est tellement précis que le ballon il passe vraiment entre les deux joueurs et ça c'est quand même assez incroyable, hein. Ouais, du coup, il passe à travers les deux joueurs et puis Moulin effectivement est battu. Donc l'entame de match qui est vraiment raté pour l'équipe de Saint-Etienne, qui a vraiment pas besoin de ça à ce moment-là, tu vois. Nous, dans la configuration où on ouvre le score, je rappelle Grenoble Forever qu'on a ouvert, si je me trompe pas, et tu me diras peut-être tu pourras me corriger si j'ai faux. À ma connaissance, on a ouvert 2 fois le score durant cette saison. On a ouvert le score contre Reims. On a ouvert contre Reims et contre Marseille. C'est ça, Reims et Marseille. Contre Reims, on a gagné, et contre Marseille, on a failli gagner si à la fin il n'y avait pas eu. Je vais pas revenir sur les événements, vous connaissez les événements par cœur. Mais donc, quand on ouvre le score, généralement, ça se passe bien, ou alors on s'en sort. Là, il y a un petit souci, c'est qu'on marque très très tôt dans le match, 5e minute de jeu. Et tout de suite, Grenoble Forever, on sent quand même que Saint-Etienne, forcément, qui dans sa mini-crise actuelle en termes de performance sportive, veut prendre le ballon en main et veut revenir dans le match. Et donc forcément, nous, quand on est spectateur au stade, on sent que Metz arrive à moins poser le pied sur le ballon, quoi. Ah non, mais enfin, je sais pas si on était déjà dans la gestion, mais c'est la première fois où on marquait aussitôt et où forcément tu as un peu ce cul entre deux chaises, entre est-ce que tu dois pousser pour aller mettre le deuxième ou essayer de jouer un peu middle et d'essayer déjà de défendre ton résultat. Mais la première demi-heure, après l'ouverture du score, tu as quand même un quart d'heure où je trouve que tu pousses quand même pour les enfoncer. Bon, tu ne le fais pas, mais seulement après, je dirais à la 25e minute, que tu commences un petit peu à... Tout en gérant assez bien, hein, comme l'a dit M. Antonetti en conférence de presse, mais bon. Ouais, c'est sûr que on va dire que forcément tu as un peu d'appréhension de cette équipe de Saint-Etienne parce que et tu le dis très bien, contre Lorient par exemple, tu sais, quand on égalise et que d'ailleurs on continue à attaquer, on sent vraiment l'idée là de vouloir enfoncer Lorient, même en menant 2-1, qu'on veut continuer, tu vois. On veut chercher à enfoncer Lorient. Là, c'est vrai que ça reste quand même un non Saint-Etienne. Il y a quand même des menaces offensives, notamment à Romain Mouma, tu vois, ou un Bouanga, où on se méfie quand même, tu vois, parce qu'on se dit, on sait jamais, ils sont capables ceux-là de déclencher quelque chose. Mais c'est que finalement, et pour un peu avancer sur ce qui va se passer tout le reste du match, Saint-Etienne qui tente des frappes, notamment il y a une action, je crois, après le but, tu sais, sur le côté gauche, il y a une frappe à ras terre, mais qui est pas cadrée, hein, qui passe sur la droite d'Oukidja. Saint-Etienne, durant tout ce match, va tenter, mais vraiment en vain, et même sans cadrer. Et c'est là où tu dis que la réponse de Saint-Etienne à cette ouverture du score, finalement, même si dans le jeu, il voulait essayer de poser le pied sur le ballon, mais soit il y avait la récupération Messine qui était très très efficace. Ça, c'est... et soit les frappes n'étaient pas cadrées, quoi. 10 frappes en tout Saint-Etienne sur ce match, hein, et 10 non cadrées. Hein. Mais ça, c'est quand même assez impressionnant. C'est que tu arrives maintenant, entre guillemets, pas à subir, parce que tu n'étais pas non plus en train de subir, mais tu as ces moments où, voilà, où même quand l'adversaire a le ballon, tu arrives à contrecarrer l'adversaire. Ouais. C'est impossible quand on connaît la nature du FC Metz. On ne sait pas jouer sans le ballon. Enfin.
Ouais, non, mais c'est sûr. Mais c'est vrai que sur cette, notamment, je dirais la première mi-temps, Saint-Etienne va reposer le pied sur le ballon. Ils ont quelque chose comme 65% de possession de balle en première mi-temps. Ça prouve bien qu'ils veulent vraiment poser dessus. Mais comme je l'ai dit, ils font 4 tirs et ils cadrent absolument pas. Et donc Metz, effectivement, on est dans cette semi-autogestion, entre guillemets, de l'avantage au score que l'on a vis-à-vis de Saint-Etienne. Quand on arrive en deuxième mi-temps, Grenade Forever, donc forcément en deuxième mi-temps, grande interrogation sur ce que va faire Saint-Etienne, est-ce qu'il y aura des changements ou pas. Tout de suite, il faut le noter, Wabi Kazri qui rentre en jeu. Là, encore un peu peur parce qu'en plus il sort Monet Paquet qui n'a pas été extraordinaire sur son côté droit durant la première mi-temps. Wabi Kazri qui rentre en jeu. Kazri qui d'ailleurs faisait son retour de suspension. Amouma, Kazri, Bouanga et Aouchiche, on se dit, ça peut, tu vois, bien nous enquiquiner. Il tente un all-in, hein, clairement, à ce moment-là. Ouais, il tente vraiment une sorte d'all-in offensive qui malheureusement va être un peu, je dirais, tout cet élan qu'il a souhaité Claude Puel déclencher pour son équipe a été un peu mis à terre quand 2-3 minutes plus tard, il y a Red Sauce, Panagiotis Red Sauce qui vient d'arriver, vous savez, en prêt de Leverkusen, qui a été d'ailleurs un défenseur qui a fait plutôt une bonne performance contre Nice la semaine dernière. Tout simplement se blesse tout seul sur une action anodine. De ce que j'ai compris, la blessure risque d'être peut-être malheureusement un peu embêtante pour eux, qui risque d'ailleurs de s'ajouter à la longue liste de blessures que Saint-Etienne a. Et là vraiment tu sens que Saint-Etienne qui perd l'un de ses meilleurs éléments défensifs, là ça met un coup. Ils font rentrer Marvin Chiboibois pour essayer de compenser cette perte, mais encore une fois, c'est l'addition d'un très très jeune joueur sans grande expérience de Ligue 1 pour essayer de maintenir cette défense à flot le plus possible, quoi. Et donc malheureusement, Saint-Etienne va avoir, je crois, 6 tirs durant la deuxième mi-temps, ils vont encore une fois cadrer 0 tir. Puis vraiment une seule occasion un peu qui nous... Il a pu nous donner des surfroides sur le corner, sinon... C'est ça, corner qui est dévié premier poteau sur la tête justement de... Alors peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est la tête de Chiboibois, je crois. Non, c'est ça. Qui malheureusement, malheureusement pour Saint-Etienne, sa tête passe au-dessus des buts d'Oukidja. Et donc Saint-Etienne va malheureusement pas exister vraiment offensivement de manière très dangereuse. Et finalement, on va attendre la 78e minute de jeu. Maïga qui... je sais pas par quel numéro réussit à se sortir de ce côté droit, tu sais, un peu miraculeusement avec la balle. Mais bon, il y a du talent quand même chez ce joueur. Il centre. Et ce centre est dévié par un joueur de Saint-Etienne qui redivise sur un joueur de Saint-Etienne qui est, je crois, Sissoko. Alpha Sissoko. Dévié par Chiboibois. Et ouais. En fait, l'autre qui est derrière est tellement... Enfin, s'attend pas à ce que son coéquipier se rate. Et avec la pression de Wagner, là... Alors, c'est ça que je veux noter. Tu as dit une très très bonne chose. Peu de gens l'ont signifié, mais c'est vrai que sur ce but, comment on peut expliquer un peu cette panique défensive sur ce centre? Il faut rappeler donc effectivement que les défenseurs qui sont alignés sur ce terrain côté Saint-Etienne, à ce moment-là, c'est du très très jeune. Hein. Il y a des jeunes qui sont même sans contrat professionnel. Il y a vraiment de l'inexpérience. Et en fait, Metz fait quelque chose que Metz ne faisait des fois pas souvent et d'ailleurs qui m'irrite énormément, c'est que dans la surface à ce moment-là, quand il y a ce centre de Maïga, il y a du monde dans la surface. Il y a du Wagner, il y a de l'Opengate et il y a du Farid Boulaya. Si je me trompe pas, il y a 3 joueurs qui sont dans la surface. Et donc forcément, cette présence de joueurs dans la surface, le centre qui arrive, s'il n'y a pas ces joueurs de Metz dans la surface, les défenseurs de Saint-Etienne et même je dirais Jesse Moulin sont beaucoup plus sereins pour stopper le centre et l'arrêter, tu vois, automatiquement. Mais là, il y a la présence de joueurs messins qui donc fait un peu paniquer sur ce centre la défense de Saint-Etienne et effectivement par un concours de circonstances, Sissoko la pousse dans le but. Je rappelle quand même que ça fait donc le deuxième match d'affilée où Saint-Etienne fait une énorme bourde défensive, hein, parce que le match contre Nice la semaine d'avant, il y a ce centre venant de la droite, encore une fois, où il y a une sorte d'incompréhension, je crois que c'était entre Sceaux et Jesse Moulin, où Moulin pense que Sceaux va la toucher, donc en fait il réagit très tardivement en voulant essayer d'attraper la balle et finalement c'est Gouiri qui récupère la balle et Gouiri met le but pour Nice.
Donc c'est le deuxième but pour Nice. Hein. Et donc deuxième erreur défensive pour Saint-Etienne en 2 matchs. Donc encore une fois, circonstancé parce qu'il y a cette jeune défense, mais malheureusement ça détruit définitivement tout espoir pour Saint-Etienne d'essayer de revenir dans le match. Et en fait ça va... ils vont tenter de faire rentrer quelques joueurs, tu sais, pour essayer de... Notamment ils font un double changement à la 82e avec Rivera et Tormin, pour essayer vraiment de faire un ultime all-in. Malheureusement, derrière, Saint-Etienne va absolument pas réussir à peser offensivement dans les 10 dernières minutes du match, quoi. Donc finalement, Metz s'en sort 2-0 face à cette équipe de Saint-Etienne. Comptablement, c'est un bon résultat, Grenade Forever, on peut le dire. Plus que bon résultat, tu fais en plus premier clean sheet de la saison. Oui, parce qu'on parlera après du classement, mais c'est vrai qu'en termes déjà de clean sheet, déjà ça fait du bien, pas prendre de but. Toi qui vont en plus, tu m'as fait tout un récital Grenade Forever en avant-match sur oui, moi avec mes jeunes joueurs, si je prends un but, je suis pas content. Mais on le voit d'ailleurs dans les réactions d'après-match. C'est vrai. Tous les défenseurs ont fait des trucs comme quoi, clean sheet. Je pense à Udol, à Santos qui. Eux, ça, dans la tête, ça fait du bien aussi quand t'es défenseur et quand t'es gardien de pas encaisser de but. C'est vrai. Alors que t'as mené autant de temps, quasiment 86 minutes dans le match, sans concéder un tir cadré à ton gardien, c'est que quand même. En plus, ce qui fait qu'on en parle après que la performance d'Oukidja sur ce match est en fait assez limitée à juger vu que il a pas eu d'arrêt à faire à part des sorties. Ouais, mais il a eu des sorties qu'il a maîtrisées, tu vois, qu'il a fait normalement, mais c'est vrai que comme il a été pas forcément mis à contribution de manière directe, hein, parce que il est quand même mis à contribution quand une frappe est pas cadrée, hein, c'est le fait, tu vois, parce qu'il accompagne les tirs pour qu'elles sortent, mais bon, malheureusement, c'est vrai que la contribution d'Oukidja sur ce match est forcément limitée. On en parlera après dans les enseignements individuels de ce match. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour sur les moments principaux, les faits importants, je dirais, de cette rencontre. Passons aux enseignements Grenade Forever, parce qu'il y a quelques enseignements collectifs et individuels dont on doit parler. Tout d'abord, collectivement, je l'ai dit au début de l'énoncé de ces faits importants, on fait à nouveau une superbe entame de match. Ce qui est plutôt bien quand on sait que ce qui s'est passé contre Angers, ce qui s'est passé contre Lorient, qui ont certes abouti, tu sais, à des résultats soit très positifs, soit moyens positifs quand on voit le nul face à Angers, on redémarre à nouveau sur un match où, en fait, où on n'encaisse pas de but en première mi-temps, déjà. De toute façon, on est une équipe qui encaisse quasiment jamais de but en première mi-temps, hein, ça même depuis le début de saison. Hein. Même s'il y a quand même ce qui s'est passé, tu sais, comment dire, c'est du côté de c'était à Metz contre Lorient, où tu te fais ouvrir le score à ce moment-là, tu vois, où là ça te. Mais c'est vrai que ce que je veux dire par là, c'est que on avait trouvé un peu un bon truc, tu vois, contre notamment contre Marseille par exemple, tu vois, où on est tout de suite dedans dans le match au final. On est plutôt bien. Mais c'est vrai que tu les prends à la gorge, d'entrée, quoi. C'est ça, et donc forcément quand on a un tel début de match, forcément ça nous rassure un peu quand même de réussir, tu sais, à faire ce genre de choses. Donc j'ai parlé de l'entame de match intéressante du FC Metz. Alors effectivement compliqué parce que quand vous devez tenir le score, parce que forcément vous êtes un peu perdu quand vous menez 1-0 au bout de 5 minutes de jeu. Finalement réussir à tenir le score, ce qui est plutôt une bonne chose avec cette entame de match. D'ailleurs j'ai pensé à un truc Grenade Forever, mais il y a un autre match où on a encaissé un but en première mi-temps, c'était contre Reims aussi. Contre Reims, oui. J'avais oublié ce match-là. Mais tu vois que à domicile, mine de rien, la première mi-temps elle est pas simple à gérer, hein. Lorient tu prends un but, Reims tu prends un but, Monaco tu prends un but en première mi-temps. Ah ouais. Donc finalement, tu vois, Grenade Forever, c'était pas forcément évident de terminer cette première mi-temps avec 0 but encaissé. Et on l'a fait. Bonne chose. En parlant de buts non encaissés, j'aimerais qu'on revienne sur, par rapport à l'ensemble du match, solidité défensive très importante. Et pas seulement que des centraux, on peut le dire. Oh non, mais tout le quatuor, les trois du milieu, de toute façon, on le sait, hein, c'est notre force depuis maintenant janvier 2020.
Les équipes se cassent les dents sur cette défense et ce milieu messin. Oui, parce que moi je dis de manière assez osée, en parlant que de la défense avec les deux centraux et les latéraux défensifs, faut quand même rappeler que avec ce qu'on a vu de Monsieur Pajot depuis le match contre Angers, je vous garantis que les récupérations de balles, quand on voyait les récupérations contre Saint-Etienne durant ce match, oh là là, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc incroyable, même un mec comme Avec Pajot. Kangban qui monte quand même en puissance. Ouais, l'ensemble du milieu, t'as même raison. Kangban du début de saison, il y a quand même, il peut faire mieux, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'il nous a montré par rapport au mois d'août. Bien sûr. Ça pouvait difficilement être pire, mais bon. Mais c'est vrai que tu fais bien de parler de cet élément du milieu de terrain, c'est que l'ensemble du milieu de terrain, collectivement parlant, le milieu de terrain défensivement est très présent et la défense évidemment toujours très présente avec ce duo Boy Brown, tu sais sur les centres notamment. Tu as ces automatismes qui sont créés maintenant. Bien sûr. C'est toujours plus simple quand depuis le mois de janvier 2020, ton quatuor et ton milieu, à part grosse blessure comme Endoram ou suspension, c'est toujours les 7 mêmes joueurs que tu retrouves à ces postes-là. C'est clair. Et sur ça aide. Ça aide, et donc, on disait notamment durant le match, sur les centres, où on sent que par exemple un Braun au niveau aérien a été impérial, notamment en première mi-temps. Il avait quand même pas mal d'actions en première mi-temps, tu sais, où il devait se dégager de la tête. Beaucoup de centres qui venaient de la gauche du FC Metz, donc de la droite de Saint-Etienne. Hein. Il y a eu beaucoup de centres qui sont venus de ce côté-là. Et même, je dirais, les latéraux ont eu un rôle important. 111 au niveau des interceptions de balles, ça a été aussi oufissime de voir son impact défensif. Et donc, effectivement, on est encore dans la continuité de ce que l'on voit depuis pas mal de matchs sur une solidité défensive. Surtout que, et là c'était circonstance un peu exceptionnelle, c'est qu'on mène au score au bout de 5 minutes. C'est-à-dire que la défense, elle est sous pression du fait de cette ouverture du score de Metz, un peu paradoxalement, elle est sous pression parce que Saint-Etienne veut revenir dans le match dès la 5e minute de jeu, dès qu'ils prennent ce but, et donc forcément, ça met un peu la défense à rude épreuve, mais la défense, comme vous avez pu le voir, elle a tenu durant ce match. Autre chose... T'as jamais cette sensation d'être... toi, en tant que spectateur, t'as jamais la sensation d'être tendu, parce que tu sais que maintenant t'es tellement solide que tu peux voir venir. C'est clair, entièrement d'accord avec toi. Je voulais dire autre chose parce que... donc juste dernier point par rapport au 4-3-3 hybride. Donc c'est la deuxième fois Grenade Forever, comme je l'ai dit, que l'on retente cet hybride qui n'est pas vraiment le même hybride que la saison dernière, qui est un hybride où on a laissé le côté gauche de libre. Et donc encore une fois, tu sais, durant le match, donc on a vu notamment... On en parlera après de l'aspect individuel, mais donc Lamine Gueye a été mis... je pense l'être. Oui, tu veux dire ? Non, je disais, on pourrait retrouver ce 4-3-3 hybride de l'année dernière avec l'apport d'un Wagner qui pourrait jouer un peu à la... Exactement, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, toi, tu penses qu'aujourd'hui... Oui, tu penses qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment décidé de laisser ce côté gauche de libre tout le temps comme il est libre actuellement. Tu penses que c'est un peu... ça dépend de quel joueur on va mettre sur le côté, en fait, en gros. Oui, ça dépend, parce que... Ou alors après, si vraiment... Il veut garder Maïga à droite, il faut que Fredo responsabilise Victorien Angban et que ça soit à Victorien Angban de faire ce travail. Mais je suis pas sûr qu'au jour d'aujourd'hui, pour l'instant, il ait la capacité physique à enchaîner comme Maïga. Donc, autant mettre Maïga à ce poste-là. On voit qu'à gauche, c'est pas forcément où il était un peu en manque de repères. Donc, si on veut le mettre à droite, autant le mettre en bonne condition et mettre un ailier gauche qui peut jouer à gauche comme Yad ou Wagner. Au final, ouais. Comme un pilier droit. Ouais, parce qu'au final, Wagner semble être le choix quand tu vois notamment que Wagner, la saison dernière du côté de Nancy, a soit joué avant-centre, soit joué ailier gauche. Logiquement, si tu veux libérer le côté droit dans le schéma hybride pour Maïga, en le mettant donc milieu excentré droit, il faudrait donc mettre effectivement un ailier gauche comme Yad ou alors comme Wagner Diaz. Donc, voire Ambrose, si Ambrose est... Non, mais... ça va être dur quand même avec la concurrence des ailiers quand tu vois que Lamine Gueye s'est rajouté à l'équation. Quel bazar. Voilà, donc, et puis si Lamine Gueye est là, peut-être dire à Angban de faire ce boulot, mais je suis pas sûr que c'est ce qu'Antonetti veut faire avec Angban. Donc. C'est pas sûr que Angban soit prêt à le faire.
Déjà que Maïga lui-même a eu du mal à le faire sur la première mi-temps, tu sais, où il avait ce côté gauche de libre. Maïga, il n'a pas réussi à le faire alors qu'il a censé être beaucoup plus près que Angban, tu vois. Ce qui prouve bien que c'est très compliqué aujourd'hui Maïga, c'est d'exiger. simple, hein, il l'a fait à partir de la 55e quand Wagner rentre et qu'il a Voilà. pu retrouver À droite. son but, c'est ça, hein, accélération de 30 mètres, où il a encore du gaz, et puis... Ouais, mais c'est vrai que effectivement les choix tactiques seront à surveiller, notamment pour, on en parlera après, mais du déplacement du côté de Nîmes. Maintenant, oui, tu nous prouves encore que le 4-3-3 hybride était bien un choix de Frédéric Antonetti l'année dernière, mis sur le terrain par Vincent Oignon. Est-ce que tu sous-entends que Oignon n'est pas un génie du football? Ouais. Vincent Oignon ne serait donc pas Pep Oignon? Les deux ont travaillé en commun. Oui, bien sûr. Si on veut être gentil. Si on veut être gentil. Enfin bref. Enseignement individuel, puis après on passera au top FA, mais d'abord enseignement individuel Grenade Forever. Tout d'abord, parlons de, je dirais, du moins bon au meilleur. Le moins bon, je dirais, première chose, Lamine Gueye n'a pas su finalement, tu vois, capitaliser sur sa bonne performance du match contre Angers. On a senti un Lamine Gueye, là, vraiment timide sur ce match. Autant contre Angers, il avait été beaucoup présent parce déjà on le cherchait aussi, mais même dans la conservation, on sentait qu'il embêtait vraiment la défense d'Angers au point de pousser carrément l'entraîneur Stéphane Moulin, l'entraîneur d'Angers, à devoir changer ses latéraux défensifs à cause d'un mec comme Lamine Gueye. On avait quand même noté durant ce match d'Angers, Grenade Forever, que Lamine Gueye n'avait pas tiré au but. Chose importante parce que ça s'est encore produit sur ce match contre Saint-Etienne. Lamine Gueye n'a à nouveau pas tiré au but. Ce qui est un peu embêtant quand vous êtes un élément offensif quand même si... il n'a pas eu les situations. C'est ce que j'allais dire, il n'a pas eu les situations, mais après à un moment donné, il faut aussi que tu te crées les situations. Tu sais, si un Farid Boulaya peut frapper au but, ça prouve bien que tu dois te créer les situations à un moment donné si tu veux peser vraiment sur le but adverse, tu vois. Mais c'est vrai que dans le jeu, on a moins senti quelqu'un, tu vois, qui embêtait vraiment la défense de Saint-Etienne. Alors après, il était un peu timide. Après, comme Gabi Dalvit, confrère, le dit, peut-être le fait de jouer son premier match en pro à Saint-Symphorien, ça l'a peut-être un petit peu aussi. Peu de stress ou. Est-ce que tu penses pas aussi que Red Sauce, parce que Red Sauce quand même a été il a bien calé son côté gauche, tu sais, le côté gauche avec Red Sauce a été quand même bien calé par le défenseur de Saint-Etienne qui malheureusement est donc sorti blessé en deuxième mi-temps, mais donc c'est vrai qu'il a bien calmé, tu vois, il a bien calmé un joueur comme Lamine Gueye. Il avait quand même du soutien de Lamine Gueye aussi de 111 qui a fait quelques percées où il s'est bien fait arracher les jambes, on s'en souvient très très bien, mais dans l'ensemble Lamine Gueye, performance un peu timide et donc un peu largement en deçà de ce que l'on avait vu contre Angers. Autre performance un peu qui nous laisse un peu sur notre fin, Grenade Forever, c'est monsieur Maïga justement. Donc Maïga qui revenait de suspension, Maïga qui ne rejouait pas à son poste de sentinelle, Maïga qui rejouait donc au poste de milieu relayeur, mais Maïga qui n'a pas commencé milieu relayeur côté droit, mais bien côté gauche. Et donc on se disait... Bon, il y a quand même le deuxième but, le CSC de Saint-Etienne, où il est en contribution, mais cette fois-ci, avec ce que tu as dit, l'entrée de Wagner qui le pousse justement à être mis sur le côté droit et à exploiter ce côté droit. Mais dans l'ensemble, Grenade Forever, honnêtement, dans l'ensemble, on n'a pas senti un Maïga qui a tout de suite repris, tu vois, ses habitudes de la saison dernière. Parce que, encore une fois, on le rappelle, mais la préparation d'avant-saison ne s'est pas faite avec un Maïga pensé comme relayeur. Elle s'est faite avec un Maïga pensé comme sentinelle. Et qui avait quand même donné satisfaction à ce poste sur le début de saison. Le problème, c'est que autant il donne satisfaction dans l'aspect de récupération, mais c'est vrai que dans l'aspect, tu sais, de contribution au jeu offensif, et là, c'est pas moi qui le dis, c'est Frédéric Antonetti, quand il dit en conférence de presse que ce qui manque à Maïga aujourd'hui, c'est de plus jouer sur la longueur. C'est quelqu'un qui sait jouer, qui sait très bien jouer parce qu'athlétiquement, il est bon pour ça, il sait bien jouer sur les largeurs, mais sur la longueur, il a encore du mal. Ce qui explique d'ailleurs la raison pour laquelle Pajot aujourd'hui a été remis aussi à sa place en sentinelle. Parce que Pajot, lui, par contre, il n'a pas de souci pour jouer sur la longueur. Alors sur lui, Zaketeba, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, on attend à un moment donné quand même que
Jack il retrouve un peu ses sensations de l'année dernière sur le poste de milieu excentré droit. Par contre, on attend que quand il a ce côté libre, que ce soit côté droit ou côté gauche de libre, et ben il doit jouer sur la longueur, quoi. Et là, sur ce match, bah, ça a été très timide et on sentait Grenoble Forever qu'à part Boulaya, Nget et Lamine Gay, ou alors avec en rajoutant Wagner Diaz et en enlevant Lamine Gay, on sentait que le soutien offensif du FC Metz était quand même limité. Il y a ces trois éléments, mais tu vois, le milieu de terrain, le soutien du milieu de terrain sur ce match, tu vois ce que je veux dire? Surtout quand t'es quelqu'un comme Maga qui doit exploiter un espace libre, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Après, on va dire il s'est concentré sur ses tâches défensives, que ça, il sait faire avec brio. Et on l'a beaucoup moins vu. En fait, on s'attend tellement à mieux avec ce qu'il nous a montré l'année dernière, où il était tellement impressionnant que dès qu'il forcément il fait une performance un petit peu, je dirais, middle, ça saute tout de suite aux yeux pour un mec comme lui, en fait. Ouais, et d'autant que son remplaçant au poste de sentinelle, il est en train de cartonner, quoi. Donc après, moi, je pense que voilà, il était moyen hier. Il a fait son match défensivement. Offensivement, je pense qu'il va retrouver assez vite ses marques si on continue dans ce schéma hybride. Mais et puis honnêtement, je préfère le voir en relayeur parce que c'est là où il nous a fait des matchs quand même incroyables toute la saison dernière. Ouais, bah c'était un peu le débat que l'on avait en avant-saison où on se disait est-ce qu'on voulait avoir un méga relayeur ou un méga milieu défensif, même si en avant-saison on avait complètement laissé de côté l'éventualité d'avoir un Pajot. Parce que Pajot est tellement bon, offensivement, tellement bon relayeur gauche que. C'est ça, offensivement, on pensait vraiment que seul Pajot pouvait faire ça. On a quand même de l'espoir quand on voit un Angban contre Lorient qui est capable de faire ce que faisait Pajot, tu vois. Finalement. Voilà, donc on se dit que c'est possible. Il se dit quoi? Est-ce qu'il préfère avoir un peu plus de sûreté à un poste qui est un peu plus dangereux comme un poste de sentinelle, quitte à perdre un peu en poste de relayeur, ou l'inverse? Il a choisi ça comme ça parce que il a envie d'être solide, c'est un entraîneur réputé pour ça, qui remet pas Jola. Donc voilà. Ouais, c'est vraiment. Il faut surveiller. Encore une fois, Maga, faut qu'il retrouve ses habitudes à ce positionnement-là, si tant est que le placement de Pajot à ce poste-là continue de poste de sentinelle. Et c'est là qu'on voit aussi que voilà, c'est un choix de Frédéric Antonetti de mettre Vincent Pajot en 6. Bah, qui était un peu contraint vu la suspension de Maga, mais qui se révèle être une bonne solution au final. Ce qui prouve que peut-être qu'en avant-saison, il y a Vincent Ognon, on n'avait peut-être pas vu l'option Vincent Pajot en sentinelle comme une possibilité pour lui en fait. Non, parce qu'il avait vu Angban. C'était Angban ou Maga qui avait tenté en pré-saison. Voilà. Malheureusement, qui n'a pas été retenu. Dernière chose sur l'aspect individuel que j'aimerais signaler, c'est évidemment la performance sensationnelle, encore une fois, de monsieur Vincent Pajot, qui aura été, mais alors, tout terrain, encore une fois, dans ce match, offensivement, défensivement, mais alors défensivement, surtout dans la récupération, oulalalala, vraiment des cauchemars hein, pour Saint-Etienne. Hein, la récupération de Pajot sur ce match, oh là là. Il est impressionnant qu'il est facile, il n'a pas l'impression qu'il force ou que... T'as l'impression qu'il a 22 ans, mais quoi, c'est incroyable quoi. Et puis il te relance le jeu tellement propre, il joue jamais vers l'arrière, c'est toujours vers l'avant dans l'idée de réaccélérer le jeu. Même s'il rate, il a toujours l'idée de jouer vers l'avant, quoi. C'est clair. Non, mais franchement, vraiment une excellente performance de Vincent Pajot. On espère qu'elle va se répéter à l'avenir. Et j'ai oublié un dernier point aussi qu'on a forever pour l'aspect individuel, mais il faut parler de la première de Wagner Diaz. Parce que Wagner Diaz, forcément, 11 mois d'inactivité pour Wagner Diaz en championnat professionnel, hein, puisque le monsieur s'était blessé durant le mois de novembre 2019 avec Nancy. Il n'avait plus foulé une seule pelouse en match officiel durant les mois qui ont suivi. Derrière, forcément, il y a eu le transfert au FC Metz. On attendait sa première. Il est rentré en jeu durant ce match. Notamment, alors j'ai noté à la. Je regarde. 50. Tu as dit combien 56. Ouais, 55e. À la place de la Ligue, effectivement. 35 minutes.
Exactement. Donc un peu plus que ce que l'on pensait, on voyait plus 25 minutes, 30 minutes, bon c'était 35 minutes. On avait des doutes sur est-ce que déjà défensivement il allait pouvoir tenir physiquement vu justement l'idée qu'on menait 1-0 à ce moment-là quand il rentre en jeu et qu'on veut quand même pas se prendre un but en deuxième mi-temps. Il a quand même fait des courses un peu même qui nous ont fait peur, hein. Sous la pluie on voyait ses courses, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça, il faut qu'il arrête tout de suite quoi, tu vois. Il a fait des courses, il s'est pris 2-3 sacrés tacles où on a tous retenu notre souffle. C'est clair. Mais il avait l'air quand même d'avoir certaines sensations, même si on sent qu'il est encore un peu pâteau. Mais la course qu'il fait à la 90e, là, un moment, sur 50 mètres, là, pour essayer de rattraper le latéral qui monte, ça prouve qu'il est sur la bonne voie. Oui, alors après, il faudra toujours se méfier d'une chose, c'est vrai qu'à Nancy, Wagner Diaz était un joueur qui était très souvent cherché par ses coéquipiers parce qu'il avait une capacité technique très importante. Là, il ne faut pas oublier que sur ce match, même depuis de nombreux matchs, Farid Boulaya est quand même le joueur qui, il faut pas utiliser ce terme négativement, mais vampirise des fois, tu sais, beaucoup le jeu offensif, c'est-à-dire qu'il aime bien avoir la balle, mais qui marche. Le chef d'orchestre. Oui, mais ça marche. C'est ça l'histoire à retenir, c'est que il est un tel chef d'orchestre que ça marche, et donc comme il a souvent la balle, Wagner Diaz aura moins souvent la balle. Et quand il rentre en jeu, on sent quand même que Wagner Diaz, forcément, a moins la balle que ce que l'on avait vu de lui, notamment du côté de Nancy. Après, il a eu quand même sa contribution à l'édifice parce que il est directement au contact de Alpha Sissoko sur le contre son camp, c'est-à-dire qu'il fait pression sur Sissoko qui a un poids derrière son dos et qui se trouve en fait sur le deuxième but messin. Donc il y a quand même une petite part de contribution de Wagner Diaz sur le but marqué. D'ailleurs, Thomas Jean-Georges a cru que c'était Diaz qui avait marqué justement durant le match à la radio. On entendait Grenade Forever, il pensait que c'était Wagner Diaz qui avait marqué. Alors que c'était juste qu'il pressait Sissoko qui a mis le but contre son camp. Mais c'est vrai que, encore une fois, premier match depuis 11 mois, il faut attendre tranquillement, pas de pression sur lui. Intéressant à surveiller, Grenade Forever, on en parlera dans un prochain avant-match, mais est-ce qu'à Nîmes, il sera titulaire ou est-ce qu'il sera à nouveau remplaçant? Encore une question qui reste avec un grand point d'interrogation aujourd'hui. C'est un point d'interrogation. Ouais, donc... Ça va dépendre de ce que Frédéric Antonetti a envie de faire. Ouais, d'accord. Donc, à surveiller. À surveiller, c'est tout ce que l'on peut retenir. On passe Grenade Forever au top et au flop. Alors, commençons par le top. Pas simple, le top Grenade Forever. Moi, je vais te dire mon top... Honnêtement, je vais prendre... alors, j'ai hésité. Entre Pajot et Boulaya, je vais prendre quand même... Monsieur Boulaya. Parce que j'ai pris Vincent Pajot la dernière fois pour le match contre Angers, qui avait été pour moi mon top. Boulaya, mine de rien, qui aura quand même pesé offensivement dans la création. Surtout, son but évidemment est très important parce qu'il est totalement... il met un gros coup sur les Stéphanois qui s'attendent pas entre guillemets à se faire ouvrir comme ça dès la 5e minute de jeu. Il a un poids quand même, son ouverture du score a un poids très très important. Et après, si je regarde, tu sais, notamment, alors il n'aura pas été extraordinaire. Dans le jeu de passe, il a encore du déchet. Je veux dire, c'est Farid Boulaya. Farid Boulaya sur ce match. C'est des fautes de ses qualités, comme on malheureusement, c'est des fautes de ses qualités. Par contre, clairement, on est sur un des joueurs qui, quand il faut faire le jeu offensif, je parle. Là, par contre, le mec est très présent. C'est un des gars qui touche le plus de ballons de l'équipe sur toutes ses actions. Voilà quoi, c'est tout simplement. Ça reste comme un joueur un peu à dimension offensive. C'est un joueur qui va beaucoup vers l'avant. C'est pas un joueur qui va faire de la temporisation. Donc non, j'ai envie de récompenser Boulaya pour ce match. J'avais récompensé Pajot la semaine dernière, j'ai envie de récompenser Boulaya pour ce match. Toi, qui c'est que tu vois comme top sur ce match? Moi j'aurais pu mettre comme toi, j'aurais pu mettre Farid ou Vincent Pajot, mais ça aurait été la solution de facilité. Moi j'ai envie de mettre un joueur qui a été récompensé en plus par un journal France Football, monsieur Fabius Fab. La fameuse polémique. France Football contre l'équipe. Fabius Fab qui commence à retrouver ses sensations et qui est monté clairement en puissance hier après-midi, qui nous a refait des courses incroyables sur son côté droit. Défensivement, il a quand même
si Bouanga, on l'a pas vu en première mi-temps, et Kazri en deuxième mi-temps, c'est en grande partie grâce à Fabien Santonze. Bien sûr. Donc j'ai envie de récompenser monsieur Fab plus Fab. Et ça se défend, hein, je suis d'accord avec toi aussi, c'est qu'il est un des joueurs qui a le plus pressé. Alors il n'est pas décisif, tu vois, en termes de passes décisives ou même de buts, hein, heureusement, mais il a quand même du... Défensivement, il a été présent. C'est un des joueurs aussi qui amène le plus loin, tu sais, la balle, quand il a la balle dans les pieds, tu vois. C'est quelqu'un qui va constamment vers l'avant. En plus, il s'était fait bien découper parce que justement, comme il emmène loin la balle, c'est un poison pour les défenseurs adverses. Mais c'est vrai que défensivement, après, comme je dis, tu avais Red Sauce, notamment sur le côté gauche, qui a bien, je trouve, géré le côté gauche quand il était sur le terrain en première mi-temps. Maintenant, effectivement, quoi, ce qui s'est passé, c'est très marrant cette histoire avec France Football et l'équipe qui lui a, pour information, lui a mis une note de 4 sur ce match, hein. Donc ils l'ont mis moins bien que Angban par exemple. C'est un peu compliqué. On va pas revenir sur ce débat-là. Si on passe au flop Grenade Forever, alors là dans les flops, je suis un peu titillé parce que tu vois, en fait c'est compliqué parce que objectivement, s'il n'y a pas un historique aussi court et qu'il y a un historique plus long, je serais obligé de mettre Lamine Gueye. Tu vois, s'il n'y a pas un historique aussi court, parce que Lamine Gueye, deuxième titularisation, la première était arrivée la semaine dernière. Et donc finalement, quand tu vois cela, tu te dis c'est compliqué quand même de le mettre aussi bas. Raison pour laquelle je vais pas mettre Gueye en tant que flop sur ce match, mais je vais un peu, alors ça fait un peu mal de faire ça, mais je vais mettre Maïga comme flop sur ce match parce que autant j'avais été déçu de Chipembe qui n'avait pas su exploiter offensivement l'espace laissé libre par le schéma hybride, autant j'ai eu du mal à être on va dire satisfait par la performance de Maïga, notamment en première mi-temps où il y avait vraiment, je pense vraiment un espace à exploiter, à tel point que Sissoko, ayant compris qu'il n'avait pas à avoir de menace très très haute sur son côté, ça lui a permis de monter beaucoup plus haut dans la défense de Saint-Etienne, sur ce côté droit de Saint-Etienne, parce que le côté gauche du FC Metz, qui était laissé libre par justement la présence de Lamine Gueye sur l'aile droite, n'était pas exploité par Maïga. Et donc je suis un peu resté sur ma faim parce que Maïga n'aura pas su justement me réconcilier avec l'exploitation de cette zone laissée libre par le système du 4-3-3 hybride, un peu modifié, notamment avec cette présence de Lamine Gueye sur le côté droit. Donc je vais dire Maïga. Grenade Forever, en flop. C'est pas simple, je sais, mais qui vois-tu ? Difficile de tirer des flops quand tu gagnes et que c'est aussi maîtrisé, mais bon. C'est vrai. Moi je dirais quand même Lamine Gueye, Ouais. parce que trop discret, malheureusement n'a pas su se mettre en évidence, pas foncièrement de sa faute, hein. C'est aussi peut-être de la faute du collectif de pas, quand t'as un Boulaya qui joue comme ça, tu joues forcément un peu plus tes attaques avec lui et avec le ballon dans les pieds, mais lui il a eu du mal à se mettre un peu en évidence. Après bon, il est jeune, il y a une grosse marge de progression, c'est plus un flop, voilà, parce que il était un peu en dedans plus qu'un flop parce qu'il a raté son match, quoi, hein. Ouais, un peu un flop contraint, quoi, on va dire. Mais comme il faut en choisir un. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord. Certains auraient pu. Pas envie de dire Maïga, parce que Maïga quand même été défensivement a quand même été assez bon dans son rôle défensif et donc bon. Mais c'est sûr qu'on aimerait bien qu'il apporte plus offensivement, mais j'ai envie de dire un milieu de terrain, son rôle primordial c'est quand même de défendre. Oui, mais attention, on est dans la configuration du 4-3-3 hybride, mon cher Grenade Forever. Et dans son rôle à lui, c'est spécial son rôle du milieu de terrain. On attend beaucoup plus de lui, de lui, hein, vu son poste. Et dans la configuration de l'hybride, on attend beaucoup plus seulement que de la récupération, qu'il fait très bien. Mais à son poste, on veut plus que ça en fait. Parce que le système a besoin qu'il fasse plus que ça offensivement. C'est là où, tu vois, c'est un peu compliqué forcément de se placer sur est-ce qu'il a été un flop ou pas. Mais je comprends ton argumentation vis-à-vis de Gueye. Passons maintenant au classement et on va parler rapidement du prochain match. Le classement du FC Metz, donc à l'issue de ce match, mais aussi de tous les autres matchs qui ont eu lieu durant cette 8e journée, le FC Metz occupe la 10e place, avec 11 points au compteur, 9 buts marqués, 7 encaissés. Un 5e match donc
sans perdre, donc c'est super, hein. En plus, troisième victoire à domicile d'affilée, une très très bonne chose. Saint-Etienne, pour information, enchaîne encore sur un résultat négatif, donc une quatrième défaite d'affilée, et donc ils sont 13e avec 10 points marqués. Et donc le FC Metz fait son entrée après 8 journées dans le top 10, Grenat Forever. Ah bah c'est magnifique, hein. Quatrième défense du championnat. Quand même, différence positive, plus 2. Quand même. Plus 2 en ayant été joué, certes. Les circonstances font qu'on a des regrets, mais avant le début du championnat, quand tu sais que tu vas à Lille, à Paris, à Marseille, et que tu te dis que un mois et demi après, tu as un goal average qui est positif, bah oui. C'est incroyable, alors que quasiment tout la deuxième partie de tableau est dans le négatif. C'est vrai. Donc ça, c'est important, ça. Quand ça important. se joue au goal average et... Même mentalement, c'est bien d'avoir, comme on l'a déjà dit dans les enseignements, mais cette solidité défensive qui se confirme de match après match. Tu prends malheureusement certes un but quasiment par match en moyenne, mais par contre tu prends pas plus, quoi. Et surtout, c'est que tu arrives des fois au minimum à soit marquer autant de buts que tu en encaisses, soit, et c'est arrivé notamment durant le match contre Lorient, mais aussi durant le match contre donc Saint-Etienne, à marquer plus que juste un but qui... tu vois, permet d'égaliser le but encaissé, tu vois. Donc c'est bien. C'est plutôt bien. La bonne dynamique se poursuit pour le FC Metz. Mais, Grenat Forever, il y a un match qui aura lieu la semaine prochaine, à l'extérieur, du côté de Nîmes. Et alors, celui-là va pas être très très simple, du côté de Nîmes. Hein. Celui-là... Match chez un concurrent direct. Hein. Chez un concurrent direct qui, pour information, a perdu. Eh oui, a perdu, deuxième défaite d'affilée pour eux, perdu contre Bordeaux. Si je ne me trompe pas, ils ont perdu 2-0. Dans les grandes largeurs. Ils ont perdu 2-0 à Bordeaux et donc ils reçoivent Metz, nos amis de Nîmes, dans un match très compliqué. Donc forcément, ça va être dur. Ça va être très dur. Ça va être dur, mais on est dans l'optique d'aller au moins chercher un point et puis après adviendra ce qui adviendra. On est sur une tellement bonne passe que honnêtement, je nous vois prendre des points là-bas. Moi. Ouais, on en parlera dans l'avant-match. On va pas faire l'avant-match avant l'heure, mais c'est vrai que. Ah non, mais en plus, ils ont des absents. Enfin, ils ont quand même un absent, Oui. Zinedine Serrat, qui, comme leur maître à jouer, un peu l'équivalent du Farid Boulaya chez nous, hein, qui est blessé jusqu'au mois de décembre. Bon, ça leur fait quand même un très très mal. C'est vrai. Donc, on verra bien. On verra bien, on en reparlera bien sûr lors de l'avant-match de la rencontre contre Nîmes. Grenat Forever, tout d'abord, merci beaucoup pour ta participation à ce débrief. Merci à toi. Écoutez, pour ceux qui nous écoutent, un grand merci si vous êtes restés jusqu'au bout. Bien sûr, n'oubliez pas les commentaires, hein, si vous voulez un peu apporter votre analyse de la rencontre. N'hésitez pas, hein, l'espace des commentaires vous est réservé. Vous pouvez vous abonner, bien sûr, hein, ce n'est pas déjà fait. Vous êtes plus de 650 abonnés. Bientôt, on approche les 700. Encore une fois, un grand merci à ceux qui se sont déjà abonnés, ceux qui vont s'abonner. Je vous remercie déjà d'avance pour votre soutien. On se retrouvera bien sûr soit pour une vidéo thématique, soit pour un avant-match. Donc certainement l'avant-match contre Nîmes. D'ici là, portez-vous bien, les masques, très important, surtout dans les temps un peu compliqués qui vont s'annoncer, vu que probablement on n'aura plus de match du FC Metz à domicile pour nous supporters, vu le développement de la situation, donc surtout protégez-vous bien avec les masques, hein, très important. Et d'ici là, allez le FC Metz.